J'aimerais avoir votre avis, François, sur la fameuse trêve pascale qui n'a pas été respectée. Donc, selon vous, qui n'a pas respecté vu que là, on a parlé de Mélanie qui est allée aux États-Unis, de la relation entre l'Europe et les États-Unis, peut-être rappeler où est-ce qu'on en est sur la situation des Américains avec les négociations en Ukraine et la relation Oui. entre les Américains et les Européens par rapport à l'Ukraine. Voilà, je laisse Alors, la c'est parole. intéressant parce que, en fait, cette question de la trêve pascale donne l'occasion d'une chicaya, comme on dit, entre les Russes et les Ukrainiens. Ça prouve plusieurs choses. Ça prouve que les Ukrainiens sont encore partie prenante dans le processus, ce qui va expliquer la position des Américains dont on va parler. Mais ce que je veux dire d'abord, c'est que ça s'insère dans un ensemble que j'ai déjà décrit, qui est à mon avis celui d'une convergence stratégique complète entre les Russes et les Américains. Une convergence stratégique, pourquoi? Parce que là aussi, Rubio l'a dit, on est sorti du système unipolaire. On s'est simplement rendu compte que le système poussé par les néoconservateurs, c'est-à-dire l'hégémonie américaine et le benevolent global hégémonie, l'hégémonie globale bienfaisante. On vous tue, on vous pille, on vous bombarde, on vous vole, mais c'est pour votre bien. Ça marchait pas. Et que plus on va là-dedans, plus on va dans le mur. On n'arrive pas à battre les Russes, donc c'est plus comme ça. Maintenant, on est dans un monde multipolaire, mais surtout tripolaire, avec les Russes, les Chinois, les Américains et les Russes. On est dans les trois. Et ça indique très clairement ce que veulent faire les Américains, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tripode, il y a 2 et 1, donc ça ne marche pas. Donc il faut que le tripode se fasse avec 1, 1, 1. Pour ça, il faut renforcer les Russes, il faut recentrer les Russes. Alors les Russes ont réagi très bien en disant aux Chinois, bah, écoutez, on vous aime. D'ailleurs, on va faire un sommet avec Xi bientôt pour dire que c'est pas parce qu'on parle avec les Américains qu'on vous aime plus, histoire de rassurer les Chinois. Mais derrière cette position de façade, il y a évidemment un avantage énorme des Russes de devenir les monsieur bons offices d'un jeu à 3. Tu te rends compte, je dirais un petit pays ou même un grand pays de 145 millions d'habitants qui va se retrouver en fait la clé du recentrage du monde dans lequel tu as la puissance américaine avec tous ceux qui vont les suivre d'un côté et la puissance de la Chine de l'autre côté avec tous ceux qui vont les suivre. Donc dans ce monde, ils ont une position extraordinaire, mais ça c'est ce que toujours Poutine a voulu depuis qu'il est arrivé. La dernière clé de ça étant qu'on enlève les sanctions à la fin et donc qu'il rentre en victorieux auprès de l'Europe ou auprès de ceux des Européens qui ne voudront pas se mettre une pince à linge sur le nez, Mélanie donc et tous ceux qui sont intelligents et qui vont faire des affaires avec lui. Donc il a absolument et totalement intérêt à ça. Mais par contre, je dirais que à la limite, la force et la faiblesse. La force de Trump, c'est sa faiblesse. Parce que Trump n'a aucun moyen de gagner. Voilà, c'est la faiblesse dans ce rapport diplomatique. La force de Trump, c'est qu'il est au bout. Il est en train de solder une guerre que son pays a perdue. Donc, il est au bord du précipice. Et quelque part, comme le disait Nixon dans son livre Leaders, les grands leaders et les grands négociateurs sont ceux qui savent se mettre au bord du précipice en disant « si tu me pousses, tu perds tout ». Donc, c'est toi qui es en train de combattre avec moi, qui dois quelque part me sauver, me donner ce que je veux, justement parce que je suis en position de faiblesse. Et que si ce n'est pas moi, ça sera pire pour toi. Alors, avec cette situation de faiblesse, François, nous avons eu différentes déclarations, à la fois de la part de Steve Witkoff, la personne responsable de la diplomatie qui est allée rencontrer Vladimir Poutine à Moscou avec plus de 4 heures d'échange dernièrement, où Bien on a sûr. entendu parler à la fois de rétablissement de relations diplomatiques, mais aussi potentiellement commerciales. Et on a eu Marco Rubio qui était à Paris. Et donc là, j'aimerais avoir vos commentaires et vos analyses. Marco Rubio qui a expliqué que
que les États-Unis pouvaient potentiellement se retirer du sujet ukrainien et de Voilà. laisser les choses aux Européens. Et par contre, Marco Rubio qui a aussi rajouté, alors est-ce que c'est du second degré ou du premier degré? C'est ça qui peut être intéressant à analyser, de dire que le projet des Européens, c'est-à-dire du couple, enfin, du trio, du trouble, comme on dit aujourd'hui, anglais, français et allemand, de vouloir en fait mettre la force de réassurance en Ukraine était extrêmement pertinent. Donc, qu'il se débrouille. Comment analyser donc C'est ces ça. différents propos et surtout la déclaration de Marco Rubio sur le désengagement progressif des Américains? Bien sûr, bien sûr. Alors, avant de répondre à ça, je termine juste sur la démonstration précédente, c'est-à-dire que Trump se trouve en situation de faiblesse géopolitique, puisqu'il n'a pas d'armes, et s'il monte s'ils veulent, à Dieu ne plaise, monter à la guerre mondiale, ils ont en face quelqu'un qui maîtrise l'hypersonique et eux ne maîtrisent pas. Donc, si tu veux, c'est sans issue pour les États-Unis. Donc, moi, il se dit que, et ça c'est assez subtil, si je me mets à la tête de Poutine, dans la tête de Poutine, Poutine a évidemment intérêt à ce que Trump réussisse son coup, parce que s'il rate son coup et que dans 1 an et demi on lui coupe les pattes et que c'est le retour des progressistes, etc., on va se retrouver du coup avec les néocons qui vont ressortir, ils vont réarmer Zelensky et c'est reparti pour un tour. Donc il a intérêt à ça. Donc il a intérêt à ne pas tuer son interlocuteur, même et surtout si ton interlocuteur est en situation de faiblesse. C'est ça la force des États-Unis quelque part, c'est d'avoir ça. Donc, il y a deux façons de répondre à ça. Après, une fois que l'idée c'est de sauver la face de Trump pour pas qu'il apparaisse comme un traître et qu'il se fasse démolir par les Européens et par son État profond, etc. Et Obama qui essaye de rentrer dans la sédition, comme il l'a fait à Hamilton en disant c'est à nous tous citoyens de régler ce problème, et les manifestations qui sont en train de faire à Trump, etc. Sauf que quand tu vas voir, tu t'aperçois que c'est des bobos qui manifestent, c'est pas le peuple. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire apparaître Trump comme un dictateur, un salaud, un méchant, etc. Ne pas voir que là où l'information était coupée, c'est quand même incroyable que le président des États-Unis, à un moment donné, se soit fait interdire de réseau social. C'est quand même incroyable. Et ce sont les mêmes mecs qui sont en train de dire par la voix d'Obama que ce type est un dictateur. Enfin bon, on est chez les fous. Mais bon, toujours est-il que une solution, c'est de compliquer le jeu. Pas apparaître comme un traître pour pas qu'on dise, regardez, il a tout bradé sans se battre. Donc, une des solutions, alors on va se retrouver à Riyad, on discute les ports, on discute les ci, on discute les ça, mais le problème, c'est que Zelensky, il est au milieu et on ne peut pas empêcher Zelensky de continuer à se battre pendant quelques semaines ou quelques mois, même si on lui donne plus d'argent, et on ne peut pas empêcher les imbéciles d'Européens de continuer à lui donner de l'argent. Donc, une autre façon de résoudre le problème, il faut toujours penser que Trump est là d'abord pour habiller une défaite. Et alors, l'important, comme je l'ai déjà dit, c'est pas la défaite quand tu perds une guerre. L'important, c'est la honte de la défaite. Tu peux avoir une défaite sans honte. À ce moment-là, tu es vainqueur. Tu as perdu tes guerres coloniales, mais tu vas quand même dans les pays coloniaux en disant maintenant c'est l'indépendance avec la France ou l'indépendance contre la France. Et tout le monde dit oui, 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 sauf Sékou Touré. Et puis après, tu rentres et tu dis regardez, j'ai donné l'indépendance. Attends, tu n'as pas donné l'indépendance, tu as bradé ton empire parce que tu étais ruiné. C'est pas pareil. Mais on l'a présenté comme ça. Et bien là, on est exactement dans le même système. C'est-à-dire, l'autre façon de résoudre, c'est de dire, mais non, ça ne nous intéresse pas cette connerie-là. D'ailleurs, c'est la guerre de Biden, c'est pas la nôtre. Donc, on fait la fine bouche, on dit non, non, puis on quitte. Mais c'est une posture. En vérité, on est en train de brader. C'est ça la vérité. Mais comme ça passe. On va s'occuper d'autres choses. On minimise, c'est quand même énorme. Le choix d'abandonner l'Ukraine et de rendre l'Ukraine aux Russes, parce que c'est ce qu'on fait, c'est énorme sur le plan géopolitique.